il faut construire cette mobilisation-là. Et Dieu sait, les gens qui nous suivent savent également que nous y mettons beaucoup d'énergie, prenant au quotidien d'énormes risques. Et ces risques ont fini par pousser certaines personnes comme nous aujourd'hui, sans être prédestinés, sans en avoir idée, ou sans l'avoir inscrit à notre agenda, à nous retrouver à l'extérieur du pays, je dirais donc contre notre gré. Et c'est préalable. Ça nous amène dans un premier temps à une analyse diagnostique. On dit souvent chez nous, lorsque deux voix éduquent un enfant, c'est la porte de la perdition qui s'ouvre à cet enfant-là. C'est un enfant désorienté. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs voix. Les unes accusant les autres, les unes calomniant les autres, les unes s'octroyant la paternité de la lutte, les unes racontant des conneries sur les autres. Et aujourd'hui, quelle est la voix donc qui est la plus idoine, la plus sainte et la plus saine, qui pourra appeler les peuples togolais qui ont aujourd'hui leur tête des perceptions erronées sur la base de la calomnie, sur la base des faits qui n'ont jamais existé, sur la base des histoires que le régime nous a prêtées et que nous avons pris comme parole d'évangile pour, je dirais, renforcer la division, amplifier les rumeurs, amplifier les mensonges. Et donc, je mets ça comme préalable. Ça, c'est à ça que nous devons trouver une solution. Et lorsque nous aurons trouvé une solution à cela, il n'y a pas que ça au niveau du pays, au niveau de la diaspora aujourd'hui. Dites-moi, pourquoi les Togolais ont du mal à se regrouper autour d'un idéal? Parce que il y a le phénomène Manotoni Viadi, il y a le phénomène tant que ça ne vient pas de moi, ça ne doit pas prospérer, ça ne doit pas réussir. Il y a le phénomène c'est nous. Ça m'a poussé à faire une analyse sur ma page Facebook que j'ai appelée les nostalgiques de 90. C'est-à-dire il y a des gens qui pensent que bon, parce que 90 peut être, comment dirais-je, aujourd'hui l'essence à mettre dans les moteurs pour 2025. Or, ils ont oublié que tant qu'on n'a pas encore coupé la tête au serpent, on ne peut pas dire qu'on l'a tué. Et c'est ça le problème que nous avons. Et donc, quelle alchimie pour que les Togolais aujourd'hui se relèvent ou se lèvent comme un seul homme? Il faut, sans se tromper, rapprocher les cœurs les uns des autres. Et c'est très important. Le faire, c'est commencer par dire la vérité. Le faire, c'est commencer par demander pardon. Par exemple, lorsque je me rends compte que j'ai offensé Claude, que je puisse aller vers Claude pour lui demander pardon. Et ça va me permettre d'aborder certains sujets avec lui. Parce que aussi longtemps que nous serons dans une atmosphère de méfiance, il y a des sujets, même la blancheur de nos dents, ne nous permettront pas de les aborder dans le fond. Si j'ai offensé Carl, que je puisse aller vers Carl, pour qu'on puisse mettre en place des conditions qui vont nous permettre d'aborder en toute sincérité tous les sujets qui se rattachent à cette lutte, sans complaisance, sans anesthésie. Mais est-ce que nous avons ces conditions-là aujourd'hui? Non. On regarde la tête du client, on voit qui c'est. Ah, c'est David, par exemple, on dira, ah, c'est David, il est de l'ANC. Ah, Rodrigue, il est de l'ANC. On dira, ah, bon, Claude, peut-être on peut lui faire un procès de patronyme parce qu'il est à Méganville, etc., etc., etc. Et c'est dans cette lutte que nous nous trouvons. Et pour preuve, posons-nous une seule question. Pourquoi aujourd'hui nos frères Tém ne s'intéressent pas à la lutte comme ce fut le cas en 2017 et 2018? Parce qu'il y a un repli identitaire qu'il faut briser aujourd'hui. Ces tabous-là, il faut les briser. Parce que si on ne le fait pas,
on ne pourra pas avancer. On va multiplier les initiatives. Si je prends par exemple les efforts de nos frères du M66. Si on avait fait ce travail-là dont je parlais, mais on allait capitaliser leur avènement et en faire un profit pour la lutte, et peut-être que ça devrait nous permettre d'engranger des pas et pourquoi pas aller vers la conclusion de cette très longue lutte. Mais c'est un peu comme si on a une mauvaise fondation et on procède, on continue à faire l'élévation de murs. Ça s'écroule, on continue, ça s'écroule, on continue. On ne se pose pas de questions sur la qualité de la fondation. Il faut qu'on refasse la fondation pour que les murs puissent tenir. Je m'arrête là pour le moment. Rodrigue, merci. Doyen, je vous repasse la main. Merci, Wescal. Bien. Je pense que notre invité est tombé. J'essaie de le relancer. Donc, vous pouvez pendant ce temps poser une question intermédiaire à Monsieur Tom le Yoruba, le temps que je puisse renouer le contact avec Claude, Monsieur notre invité, Claude Amegami. Merci. Bien, bonsoir Tom le Yoruba. Et bonsoir papa. Ouais. Bonsoir Wescal, Kodjo, je crois que c'est l'homme derrière, c'est Sylvanus, donc, et Karl et Rodrigue. Je reviendrai sur toi tout à l'heure, mais je laisse Papa Akondo me poser la question qu'il souhaite. Merci à vous tous et bonsoir à tous ceux qui sont en bas et qui ne sont pas encore montés. Merci Tom le Yoruba. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et vous étiez là depuis le début de ce live. Vous avez écouté notre invité Claude Ameganvi. Vous avez écouté Karl. Vous avez écouté Elliot. Et vous venez d'écouter Rodrigue Aegro. Bon, en bref, qu'est-ce que vous diriez là-dessus en tenant compte de ce qui se passe actuellement au Togo avec le congrès panafricain et enfin tout ce qui tourne autour de ça? Merci pour la question, mais avant de répondre, pour ne pas oublier, permettez-moi de prendre quelques secondes pour revenir et remercier Rodrigue pour l'analyse assez précise de la situation actuelle et pourquoi nos voix ne portent pas tant à travers le peuple togolais et notamment autour de la question de la convergence vers de la convergence dans cette lutte. Je pense qu'il a tout dit, mais je voudrais rajouter juste quelque chose sur est-ce que la génération dont tu parles de 90 ont-ils accepté ou intégré le changement de génération et la prise en main du relais du bâton de la lutte? Est-ce que nos grands frères l'ont bien intégré ou bien est-ce qu'ils l'ignorent et continuent de faire la lutte en s'octroyant le leadership définitif de cette lutte? C'est ma question fondamentale. Et puis, je voudrais aussi dire qu'il y a quand même un problème de communication, je crois, et qu'on a laissé la place au régime en place de donner la direction, de donner le là à chaque fois et d'instiller dans la population togolaise des contre-vérités qui sont relayées et qui sont accolées à nos leaders sur place, leaders politiques, leaders de la vie civile, de la société civile et tout ça, dont ils ont du mal à se défaire. Et ça crée tellement de dégâts dans l'esprit du Togolais que lorsque les moments cruciaux arrivent pour que la lutte prenne de l'ampleur, il y a réticence. Et je ne sais pas si tu pourras prendre la parole pour nous
pour nous donner une réponse sur ça, ou bien je continue dans ma réponse à à notre père Ali, avant que tu ne me répondes là-dessus. Vous pouvez continuer par donner d'abord la réponse à monsieur Ali. Quand la parole sera donnée à Rodrigue, à plus tard, il saura vous répondre. Ok, parfait. Merci beaucoup, Escal. Alors, j'ai entendu mon grand frère Claude et tout à l'heure, lorsque Papa Ali faisait un résumé de ce qu'est ce grand homme, j'avais eu un peu les larmes aux yeux de ça et dont je n'arrive pas à me remettre de sa disparition depuis tant d'années. En tout cas, bon, ok. Ben, écoutez, je vous ai écouté. J'ai écouté l'intervention de chacun d'entre vous et de la situation, et je ne crois pas, vu l'exposé de Karl et des uns des autres, et surtout de Faux Claude, qu'il faille rajouter quelque chose. Mais de dire et de constater tout simplement la fragilité de la gouvernance sur place actuellement face à la décision de nos jeunes du M66 et de la population entière du Togo à aller et gagner cette lutte coûte que coûte. D'où ce que l'on voit aujourd'hui exposé à l'ensemble du monde entier et plus particulièrement à ceux qui sont venus de ce monde-là au Togo pour ce congrès panafricain et le quadrillage, la militarisation de Lomé et voire même au-delà de Lomé qui apparaît au grand jour. Le régime s'est dévoilé, je crois, et ça doit être considéré comme une victoire pour nous, une victoire pour l'ensemble du peuple tel que qui ne sont pas sortis et que les gens tentent d'exploiter autrement, et surtout de savoir que il est irrémédiablement nécessaire que nous ne lâchons pas. C'est la lecture que je fais. Et de dire que nous sommes vraiment sur la bonne voie et de savoir aussi, à travers ce que nous a dit, par exemple, Rodrigue, qu'il faut nécessairement une convergence et le plus rapidement. Parce que cela va permettre à ce que nous obtenions la libération de nos prisonniers et surtout ceux qui sont en train de faire une grève de la faim dont le pronostic vital vient d'être engagé. Sans aller au-delà et monopoliser la parole, je pense que beaucoup de gens qui nous entendent aujourd'hui doivent savoir que c'est maintenant que nous devions tout simplement aller vers l'avant, sans faiblir et dire les choses clairement. Ce régime doit disparaître. Et c'est la lecture que je fais pour l'instant, et je continue à écouter sagement les conseils et les explications que nous donnent les grands lutteurs qui sont ici, et j'attends d'en prendre énormément, et je m'arrête là. Merci Tom Le Yoruba, merci beaucoup pour votre intervention. Maintenant, ma question à mon invité. Bien, tout le monde sait que le peuple togolais a basculé malgré lui dans la 5e République. Tout récemment, Faure Gnassingbé, lors de son discours devant l'Assemblée nationale, a promis de faire tout changer. Alors,
cher Claude, que penseriez-vous donc de la situation des droits de l'homme et de la justice dans cette fameuse 5e République? Quelque chose va-t-il changer? Non, absolument pas. Rien ne va changer, bien au contraire. Les choses ont empiré et on a déjà commencé à le voir d'ailleurs. Avec la traque qui se mène contre tous ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Le 4 décembre dernier, Amavi Katanga a été déposée à la prison civile de Lomé pour les reportages qu'elle a fait sur ce qui ne va pas dans le pays. Et nous savons ce que le procureur Talaka Mawama a dit. Lorsque vous cliquez sur un like, mais ça peut vous emmener en prison. Donc, la 5e République dans laquelle on nous a installés, c'est cela. Il faut le dire clairement. C'est-à-dire la restriction à une peau de chagrin, pour ne pas dire la suppression complète de l'espace civique où les populations, les organisations peuvent s'exprimer. C'est-à-dire maintenant, c'est la monarchisation du régime. Et tous ceux qui osent critiquer autant que faire se peut, au minimum des minimums, le régime en place, vont être entolés pour que ce soit le silence absolu dans l'ensemble du pays. Et pour le reste, que ce soit la paix des cimetières, comme dirait l'autre. Bon, donc, on n'a pas d'autre choix que de combattre pour le retour à des constitutions mais qui respectent au minimum la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que cette nouvelle constitution s'assied parfaitement. Je ne vais pas ici refaire l'exégèse de la nouvelle constitution en le comparant. Ces exercices-là, on l'a fait tellement par le passé, en le comparant aux différentes dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais c'est une violation de bout en bout. Et vous constaterez que ça ne dit rien à la communauté internationale, soi-disant. Bon, les gens de l'ONU et autres ne disent rien. Il y a quelque temps, lorsqu'on a modifié les lois sur le droit de manifestation et autres, des représentants du HCDH se sont permis d'indiquer que ça portait atteinte à certaines dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais le régime n'en a eu cure et a continué comme si cela n'avait pas été dit. Et c'est dans son registre de fonctionner comme ça, on le sait. Donc ne nous voilons pas la face, rien ne va changer sous le soleil au Togo, les choses vont aller en empirant. Et pour qu'elles n'empirent pas davantage, eh bien la seule façon que nous avons, mais c'est de leur porter un coup d'arrêt en démontrant que les droits que nous avons conquis de haute lutte depuis le soulèvement populaire du 5 octobre 1990, nous ne sommes pas prêts à les lâcher, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. À savoir que tous les droits et libertés conquis par le peuple togolais depuis le soulèvement populaire du 5 octobre 1990 sont incompatibles avec la domination du clan des Gnassingbé. Et c'est pour ça que de manière sibylline, dans sa déclaration de politique générale dernièrement, Faure Gnassingbé a fait glisser l'idée que ce vers quoi il fait retourner le Togo, c'est au régime du RPT. À travers ces trois thèmes qu'il a déclinés, c'est réconcilier, protéger, et le T là, bon, je ne me rappelle plus du contenu qu'il y mettait, mais c'est ça, il a dit de manière ouverte pour que comprenne qui pourra. Alors, dans cette situation, que faut-il faire? C'est la question qui nous est posée. Donc, Ali,
j'ai répondu à la question précise que tu m'as posée. Dans ces situations, que faut-il faire? Mais sans arrêt, immédiatement et tout de suite. Mais il faut battre le rappel des troupes pour dire, bon, on sait où il veut nous conduire. Il a démontré dans sa déclaration de politique générale dernièrement. Il est en train de le démontrer actuellement à Lomé par la manière dont il organise ce 9e congrès des panafricains, là, soi-disant, qui est une façon pour lui de montrer qu'il écrase toute tentative de reconquête de la liberté de manifestation à travers l'appel qui a été lancé à manifester aujourd'hui par le M66, c'est-à-dire un appel directement lancé au peuple togolais qui, s'il avait réagi à la mesure de ce qui aurait été, aurait montré que lui, Faure Gnassingbé, il est en difficulté, mais le fait qu'il a mis sa soldatex pour empêcher les gens de descendre dans les rues va être aperçu par lui comme une victoire, ce qui n'est pas la réalité en fait, mais c'est ce curieux enjeu dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que il y a une réalité qui se balance face à une autre, et celle qui va l'emporter finalement, c'est celle qui va arriver à mobiliser le peuple togolais pour qu'il tranche ce débat. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et à partir de là, je me permettrai de revenir un peu en arrière sur le débat dont nous sommes sortis et qui va rebondir avec la réponse de Rodrigue, mais je me permets d'y répondre tout de suite parce que c'est l'urgence, puisque je considère que nous sommes dans une urgence et que de ce point de vue, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant entre les organisations et les différentes composantes du mouvement de résistance du peuple togolais, doivent être rangés dans le domaine du passé pour que nous regardions l'avenir. Parce que franchement, s'il faut solder le passé que nous avons traversé avec toutes ces divisions et autres, on n'en sortira pas. Ça va continuer à s'entretenir parce que chacun dira qu'il a eu ses bonnes raisons d'avoir le comportement qu'il a eu, d'avoir la position qu'il a eue, de dire ce qu'il a eu à dire parce qu'il n'était pas d'accord. Et après tout, moi, je considérais que l'expression des divergences d'opinion, et ça peut aller même des fois jusqu'aux insultes, etc. Parce que c'est des formes d'exprimer un désaccord sur la position d'un adversaire politique, font partie du jeu politique. Mais est-ce que c'est ça qui va nous emmener à sacrifier les intérêts supérieurs du peuple togolais? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un dit quelque chose de déplaisant contre moi, etc. Et si cette personne-là ne vient pas faire des excuses et tout, rien n'avancera. Alors que des gens sont à l'article de la mort, disons-le clairement comme ça. Si dans le mois à venir, il n'y a pas un mouvement d'une puissance suffisante pour faire reculer le régime sur les prisonniers politiques grévistes de la faim, le pire peut arriver à tout moment. C'est ça l'enjeu. Et donc, c'est comment construire l'unité du peuple togolais dans cette résistance-là, c'est ça qui est la question du moment. Et si on doit faire en sorte que le peuple togolais doit réagir comme un corps unique face à ce régime-là, nous savons également que l'esprit de corps ne s'acquiert qu'en campagne. Et la seule campagne qui peut rassembler le peuple togolais aujourd'hui, c'est cette campagne pour la libération des prisonniers politiques. Donc, sans arrêt, sans chercher à régler tous les préalables auparavant, moi je pense qu'il faut qu'on se mène dans cette bataille-là. Et une fois qu'on sera dans ce combat, mais nous allons nous rendre compte que toutes les divisions qu'il y a eu par-ci, par-là, n'étaient que des choses artificielles et que ce qui doit nous importer le plus dans tout, c'est comment faire pour réaliser l'unité du peuple togolais dans la lutte pour la reconquête de ses droits.
Donc moi, c'est la façon dont je vois les choses, et sans arrêt, si la discussion de ce soir peut avoir un effet positif, c'est de considérer peut-être que pourquoi attendre demain avant de faire quelque chose que nous pouvons faire aujourd'hui. Et donc, moi, je me dis que l'occasion de cette discussion doit être pour nous une façon de mettre en place déjà, de lancer cette initiative, d'appeler tout le monde à se rassembler sur cette question des prisonniers politiques, de faire l'unité là-dessus, et de suggérer à tous qu'il nous faut un mouvement de protestation d'ensemble, aussi bien sur le sol national que dans la diaspora, en faveur des prisonniers politiques, quitte à ce que dans la prochaine période, nous puissions déterminer ou exprimer cette protestation commune, mais si on doit l'exprimer dans la prochaine période, il ne faut pas que ça aille au-delà des 15 jours. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il reste un mois. Donc si nous ne lançons pas d'ici la fin de la semaine une idée puissante pour que dans une semaine, dans 10 jours tout au plus, une riposte appropriée, forte, arrive ici au Togo et se fasse connaître dans le monde entier sur la situation des prisonniers politiques, eh bien, nous aurons failli à nos responsabilités de démocrates, nous aurons failli à ce que nous, militants engagés, nous pouvons faire pour défendre la cause du peuple togolais en lutte. Voilà ce que je dirais en répondant et à la question et en rebondissant sur le débat tel qu'il a été lancé par Rodrigue, bon, qui est tout à fait intéressant, je trouve, parce que il a posé des problèmes auxquels il nous faut répondre, bon, pour voir comment sortir de la situation difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui a abouti à tout ce qu'il a décrit, y compris sa situation personnelle, où il se retrouve à l'extérieur, etc. Bon, vous voyez. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je m'en arrête là pour l'instant. Merci beaucoup, Claude. Merci pour les explications. Vous avez parlé de prisonniers politiques que, fort bien qu'ils promettent, ils ne libèrent pas. On parle aussi d'exilés politiques. Et du moment où on parle d'exilés politiques, les gens font appel à une amnistie générale pour les exilés politiques. Monsieur Claude Abeganvi, amnistie générale pour les exilés politiques. Que pensez-vous lorsque Faure Gnassingbé, on a l'impression qu'il fait la sourde oreille sur cette question d'amnistie générale pour les exilés politiques? Il me semble que Karl voudrait prendre la parole. Bon, ok, j'y vais. Non, c'est mon micro qui s'est allumé à l'avance. Ah, d'accord. Mais pour t'apporter un petit élément, pour avoir une amnistie, il faut avoir commis un crime et il faut avoir été condamné par la justice. Ça vaut également pour les prisonniers politiques. Je te laisse. C'était une petite appréciation que j'apporte pour t'aider à étayer un peu la difficulté de cette question. Oui. Non, pour moi, c'est une question qui est très simple. C'est-à-dire que déclarer une amnistie, c'est la chose la plus noble qui puisse être. Mais l'inconvénient de l'amnistie ou des lois d'amnistie, c'est que elles apportent ceci, qu'elles blanchissent, y compris ceux qui ont commis des actes devant lesquels ils doivent normalement rendre compte. Je m'explique. Aujourd'hui,